Bonjour les élèves, aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience hyper célèbre en physique. Il s'agit de l'expérience dite négative de Michelson et Morley. En physique, une expérience négative, c'est une expérience qui donne un résultat contraire à ce que les expérimentateurs recherchaient. Alors attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une expérience ratée. Une expérience négative peut faire énormément progresser la science, et c'est justement le cas de l'expérience de Michelson et Morley. Il s'agit d'une série d'expériences qui ont été menées de 1881 à 1887. Alors au départ, c'est Michelson qui commence le truc. Michelson, c'est un Américain qui oscille entre l'armée et la science. Et heureusement pour la physique, il finit par se consacrer intégralement à la science. Et il obtient pour tous ses travaux le prix Nobel de physique en 1907. Il va être aidé dans cette expérience par un autre Américain, Edward Morley. Tout d'abord, le contexte historique. Au milieu du XIXe siècle, c'est l'amour fou entre l'astronomie et la physique. Par exemple, en 1846, le français Urbain Le Verrier prédit mathématiquement l'existence et la position de la planète Neptune. Il donne ses résultats à ses copains de l'observatoire de Berlin, et on observe effectivement une planète quasiment à l'endroit exact prédit par Le Verrier. 1851, encore un Français, Léon Foucault. Il sidère le monde entier en accrochant un pendule au Panthéon et en mettant en évidence expérimentalement la rotation de la Terre sur elle-même. Alors Michelson, dans la même idée, lui, son objectif, c'est de mettre en évidence le mouvement de la Terre par rapport à un référentiel absolu qu'on appelle l'éther. Bon c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'éther? Alors, un petit retour en arrière s'impose. L'éther, c'est une très très vieille idée. On en trouve déjà trace dans les écrits de Platon, un philosophe grec, il y a plus de 2400 ans. Pour lui, l'éther, c'était un fluide qu'il qualifiait de la forme de l'air la plus pure et qui occupait tout l'espace. Bref, les planètes, le soleil, tous les astres se déplacent dans cet éther. 2000 ans plus tard, c'est le célèbre Isaac Newton qui établit la loi de la gravitation universelle. Mais pour lui, il y a un problème. Qu'un corps puisse agir sur un autre corps dans le vide, ça lui paraît complètement farfelu. Donc il imagine aussi une espèce d'éther qui serait le médiateur de sa force et qu'il qualifie d'une espèce d'esprit très subtil qui pénètre à travers tous les corps solides. Encore un peu plus tard, un autre Anglais, Thomas Young, avec ses expériences de diffraction et d'interférence, notamment l'expérience des fentes Dune que vous avez étudiée au début de l'année, met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. La lumière serait donc une onde. Mais qui dit onde dit milieu de propagation. En effet, au XIXe siècle, on sait bien qu'une onde, c'est une perturbation d'un milieu matériel qui se propage dans l'espace. Par exemple, pour le son, c'est une variation locale de la pression qui se déplace dans l'air. Pour la houle, c'est une variation d'amplitude qui se déplace dans la mer. Et bien pour la lumière, il était logique de penser que cette perturbation se propageait dans un milieu qu'on appelle l'éther. L'éther, référentiel absolu, milieu de propagation de la lumière. Le physicien français Augustin Fresnel fut un des premiers à en faire une théorie, en 1830. La lumière est donc une ondulation d'un éther qui apparaît pour le moins assez étrange. Tout d'abord, dans cette théorie, l'éther est un solide élastique. Ok. Mais comme en plus il transporte la lumière des étoiles qui sont très très loin à une vitesse énorme de 300 000 km par seconde, il doit avoir une rigidité quasi infinie d'après les lois physiques connues à cette époque. Ça se complique. Cerise sur le gâteau, puisque la Terre tourne autour du Soleil sans être ralentie, eh bien non seulement il a une rigidité quasi infinie, mais en plus il a une résistance qui est nulle au déplacement. Alors on voit bien que ce solide élastique est quand même assez particulier. Il occupe tout l'espace, il est autour de nous, dans le vide, dans l'univers, partout. Cela veut dire que même sur Terre, autour de nous, lorsqu'un rayon de lumière se propage, il fait vibrer cet éther dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a des propriétés assez étranges. Pour mettre en évidence le mouvement de la Terre par rapport à l'éther, Michelson se base sur deux principes physiques. Le premier est celui établi par Galilée il y a un peu plus de 250 ans, c'est la loi de composition des vitesses. Imaginons que la Terre se déplace à une vitesse v par rapport à l'éther qui est le référentiel absolu. Imaginons maintenant la lumière d'une étoile se déplaçant
dans le même sens et la même direction que la Terre. Par rapport à l'éther, la lumière de cette étoile se déplace à la vitesse c égale 300 000 km par seconde. Mais par rapport à un observateur terrestre, d'après Galilée, cette lumière nous semble parvenir un peu moins vite. Il faut lui retrancher la vitesse de la Terre. C'est un peu comme si vous êtes dans un train, vous longez l'autoroute, des voitures se déplacent dans le même sens que le train, vous avez l'impression, en les regardant, qu'elles arrivent moins vite. Imaginons maintenant la lumière d'une étoile provenant dans le sens opposé au déplacement de la Terre. Cette fois-ci, c'est l'inverse pour un observateur terrestre, d'après Galilée. Il devrait voir arriver la lumière plus vite. Celle-ci devrait lui sembler parvenir à la vitesse c plus v. De la même manière, toujours dans le train, si vous regardez les voitures arriver sur l'autoroute en sens opposé, vous avez l'impression qu'elles arrivent beaucoup plus vite. Le deuxième principe physique qu'utilise Michelson, c'est celui des interférences entre deux sources de lumière cohérentes. Michelson veut donc mesurer la vitesse de la Terre dans l'éther considérée comme le référentiel absolu. Pour cela, la Terre va être un laboratoire idéal. En effet, lors de son déplacement autour du Soleil, on devrait observer à sa surface une espèce de vent d'éther. Un petit peu comme lorsqu'on court pour ne pas arriver en retard au lycée, on ressent la sensation de l'air sur son visage, on génère un vent apparent. Beaucoup pensaient, à cette époque, que le Soleil était immobile dans cet éther. C'est une hypothèse, bien sûr. Dans cette hypothèse, la vitesse maximum de ce fameux vent d'éther devrait être approximativement de l'ordre de la vitesse de déplacement de la Terre sur son orbite. La vitesse de la Terre sur son orbite est environ de 30 km par seconde. Comme on le sait, la vitesse de la lumière dans l'éther est environ égale à 300 000 km par seconde. Comme on l'a vu, d'après la loi de composition des vitesses, sur la Terre, la vitesse de la lumière devrait donc varier approximativement de 0,01%. Bon, à cette époque, on n'a pas cette précision dans la mesure de la vitesse de la lumière. Pour mesurer ce minime écart de façon indirecte, Michelson va mettre au point un système très ingénieux. L'interféromètre de Michelson. Alors, voilà en gros son principe. Une source lumineuse génère une lumière monochromatique. Cette lumière arrive sur une plaque semi-réfléchissante. Une partie de la lumière est dirigée vers un miroir M1, une autre partie vers un miroir M2. Lorsque le Michelson est bien réglé, la distance OM1 est égale à la distance OM2. Les deux rayons sont réfléchis et arrivent dans un détecteur. Première hypothèse, imaginons que la Terre soit immobile dans cet éther. Dans ce cas-là, on voit bien que si le Michelson est bien réglé, le rayon représenté par la trajectoire en rouge effectue exactement la même distance que le rayon représenté par la trajectoire verte. Il n'y a donc pas de différence de marche entre ces deux rayons, on ne devrait rien observer. En réalité, pratiquement même un minime écart de distance entre OM1 et OM2 génère une très petite différence de marche qui suffit à donner une figure d'interférence. Pratiquement, on observe donc toujours des franges d'interférence espacées régulièrement. Hypothèse numéro 2, celle que veut mettre en évidence Michelson, la Terre se déplace à la vitesse v par rapport à l'éther. Alors plaçons-nous dans le référentiel de l'éther. Dans ce référentiel, la Terre se déplace à la vitesse v. Tout d'abord, Michelson oriente son interféromètre de manière à ce que la direction OM1 corresponde au déplacement de la Terre. Grand L étant la distance entre O et M1 dans un référentiel terrestre, on comprend facilement que lorsque le rayon rouge se déplace de la séparatrice jusqu'au miroir M1, la Terre avance. Si T1 est la durée de ce parcours, la Terre a avancé d'une distance égale à V fois T1. D'où l'égalité suivante, L plus V fois T1 est égal à C fois T1 dans le référentiel de l'éther. On en déduit T1. Au retour, c'est le contraire. La Terre ayant continué d'avancer, le rayon rouge parcourt une distance égale à L moins V T2. On en sort T2. La durée totale du parcours pour faire l'aller-retour entre O et M1 est donc T1 plus T2 égale 2LC sur C carré moins V carré. Bon, si ça vous paraît compliqué, vous prenez pas trop la tête, c'est la conclusion qui va nous intéresser surtout. Les calculs, vous pourrez toujours les reprendre à tête reposée sur une feuille, c'est pas si compliqué que ça. Alors maintenant, occupons-nous du deuxième rayon, celui qui est perpendiculaire à la direction de déplacement de la Terre. Appelons T3 la durée que met le rayon pour aller de la séparatrice au miroir M2.
Pendant cette durée, la Terre avance d'une distance v fois t3. On voit qu'on obtient un triangle rectangle. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore, l'hypoténuse étant égale à c fois t3. On en tire t3. De la même manière, on appelle t4 la durée pour que le rayon aille du miroir M2 à la séparatrice. On a encore un triangle rectangle. La Terre ayant avancé d'une distance v fois t4, on en tire t4. Et on peut en déduire la durée T3 plus T4 qui correspond au trajet aller-retour du rayon entre la séparatrice et le miroir M2. Alors si on compare cette durée à la durée de l'aller-retour avec le rayon précédent, on se rend compte qu'il y a un décalage temporel entre les deux rayons. Il y a donc un déphasage, ce qui implique une différence de marche et ce qui implique une figure d'interférence. Alors concrètement, comment ça va se traduire ? On vient de voir que du fait du mouvement de la Terre dans l'éther, à la vitesse v, on obtient une différence de marche entre les deux rayons et donc une figure d'interférence. Alors Michelson, il a ensuite l'idée géniale de faire tourner tout le dispositif de 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, de manière à ce que ça soit l'autre miroir, cette fois-ci, dans un premier temps, qui soit dans le sens de déplacement de la Terre. Il s'attend logiquement à avoir un décalage des franges d'interférence. Ce décalage devant lui permettre de mesurer la vitesse v de la Terre dans l'éther. Pour éviter toutes les vibrations, Michelson et Morley mettent au point un interféromètre qui flotte sur une bassine de mercure. Ils effectuent leur rotation de façon très précise, prennent une grande quantité de mesures, et à leur grande surprise, rien de rien. Tout se passe comme si les deux rayons mettaient exactement le même temps pour faire les deux trajets. Et cela dans toutes les directions. Comme si la vitesse de la lumière n'était pas du tout influencée par la vitesse de la Terre dans l'éther. Il répète l'expérience de nombreuses fois, dans différentes conditions, mais au bout de 6 années d'efforts, il conclut: s'il y a un mouvement relatif entre la Terre et l'éther, il doit être petit. En tout cas, plus petit que ce que l'incroyable précision de cet interféromètre permet de mesurer. Bon, évidemment, pour Michelson et Morley, ça n'a pas dû être une période facile à vivre. On parlait à l'époque du résultat nul de l'expérience de Michelson et Morley. En effet, la Terre ne pouvait pas avoir une vitesse nulle par rapport à l'éther, ne serait-ce que par le fait qu'elle tourne autour du Soleil. À un moment donné, il faut forcément qu'il y ait un vent d'éther. Ou bien, l'éther n'existe pas. Alors le premier à proposer cette hypothèse un petit peu folle, c'est Ernst Mach, un physicien autrichien. Bon, ça passe pas parce que l'éther, ça fait quand même 2400 ans qu'on s'y est habitué. On n'a pas envie de lâcher prise comme ça. Un des plus grands physiciens de l'époque, Lorentz, un néerlandais, tente de sauver les morceaux. Il établit une théorie comme quoi l'interféromètre se contracterait dans le sens de déplacement de la Terre. Il arrive plus ou moins à donner une explication cohérente. 1905, l'année de la révolution en physique. Un jeune Allemand de 26 ans, complètement inconnu du monde scientifique, qui bosse à l'office des brevets de Berne, et qui le soir travaille dans sa petite chambre à la lumière d'une bougie, va sortir 4 articles qui vont bouleverser complètement la physique. Bon, vous l'avez reconnu, il s'agit d'Albert Einstein. L'un de ces articles révolutionnaires est la théorie de la relativité restreinte. Alors cette théorie est basée sur 2 postulats. Premier postulat, toutes les lois de la physique sont les mêmes dans tout référentiel galiléen. Deuxième postulat, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est la même dans tous ces référentiels. Elle ne dépend ni du mouvement de la source, ni de celui de l'observateur. Sa valeur reste constante, quelles que soient les circonstances. Du coup, cela donne une explication cohérente au résultat de l'expérience de Michelson et Morley, puisque la vitesse de la lumière devient constante, quelles que soient les circonstances. La loi de composition des vitesses de Galilée ne s'applique pas à la lumière. Que ça soit dans le référentiel du laboratoire ou dans un autre référentiel, sa vitesse est toujours égale à c. Ok, on a une explication cohérente, mais l'éther dans tout ça. Alors dans un autre article, Albert Einstein nous explique que la lumière a un aspect corpusculaire. Il explique ainsi l'effet photoélectrique. Du coup, si la lumière est composée de corpuscules, ceux-ci n'ont pas besoin de faire vibrer un prétendu éther, on n'a pas besoin d'éther, tout simplement. Or pour Albert Einstein, cet éther solide, élastique aux propriétés si bizarres énoncées précédemment, eh bien cet éther n'existe pas. L'expérience de Michelson et Morley, finalement, ne faisait
que donner une preuve expérimentale de cette nouvelle théorie révolutionnaire. Alors pour conclure, est-ce que c'est la fin de l'éther? Eh bien, comme aurait dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, y compris l'éther. Albert Einstein lui-même, en 1916, va revenir sur ses déclarations et va reconnaître l'existence d'un certain éther. Alors évidemment, c'est plus l'éther élastique solide si bizarre, mais il va lui trouver une nouvelle nature. Aujourd'hui encore, en 2017, la réponse n'est pas définitive. On parle de vide quantique, finalement, une certaine forme d'éther. Voilà, c'est fini.